Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de rencontre consacrée au 5e anniversaire du séisme de Wenchuan qui s'est produit le 12 mai. Cette catastrophe naturelle a laissé aux victimes un amer souvenir. Cependant, lors de ces 5 dernières années, les Sichuanais, avec beaucoup d'optimisme, ont reconstruit un nouveau Wenchuan et ont repris le cours de leur vie. Nous recevons aujourd'hui le sociologue Wang Kun et le professeur Ben Bukatem de l'Université des Relations internationales pour parler avec nous des catastrophes naturelles, de ceux qui y sont confrontés, de l'entraide des victimes et de l'attitude des Sichuanais. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. Et regardons tout d'abord cette rétrospective du séisme de Wenchuan en 2008. Le 12 mai 2008, un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la province chinoise du Sichuan. Le bilan de cette catastrophe est de 70 000 victimes, 18 000 disparus, 374 000 blessés et d'innombrables constructions détruites. Il s'agit du séisme le plus meurtrier connu en Chine après celui de Tangshan survenu en 1976. Sur le plan économique, les pertes liées aux dégâts sont estimées à 845,1 milliards de yuan. La Commission d'État pour la lutte contre les catastrophes de Chine a annoncé un plan d'urgence de niveau 2 qui couvre les types de catastrophes naturelles les plus graves. Le gouvernement chinois a accepté officiellement l'aide internationale sous forme financière ou matérielle. Plusieurs équipes internationales ont aidé les secours. Le 14 mai 2008, les communications dans les grandes villes de Wenchuan ont commencé à être rétablies. Une somme de 1000 milliards de yuan a été débloquée pour l'effort de reconstruction. Et messieurs, lorsque le séisme s'est produit, où vous étiez et qu'est-ce que vous faisiez? Et moi, j'étais dans la salle de classe, en fait. On avait des cours à Beijing et, avec mes étudiants et nous avons reçu cette nouvelle dans les SMS de téléphone mobile. Et nous avons été vraiment surpris d'une calamité naturelle de telle envergure à ce moment-là. Et vous étiez déjà en Chine? J'étais en Chine, j'étais à Dalian, et j'ai eu exactement la même information au même moment, c'était par les étudiants. Mais c'est l'ampleur de cette catastrophe qui a été quand même très très importante et qui a touché tellement de personnes. C'est vrai. Et avant, avez-vous déjà vécu une catastrophe naturelle? Écoutez, en France, on a eu le cas de Fréjus dans les années 50-60. On a eu l'Algérie aussi, où il y a eu quand même 2 tremblements de terre importants. Non, je crois que c'est quelque chose qui... On a eu l'Italie, hein, vous savez aussi, mieux que moi. Oui, les séismes d'Italie. Les séismes d'Italie qui ont été quand même très très forts, hein, c'est quand même pas rien. Voilà. Et en Chine aussi, ce n'est pas rare que nous connaissions des calamités naturelles dans nos histoires, et surtout le grand tremblement de terre de Tangshan de 1976 en Chine qui a aussi causé d'énormes dégâts. Et en plus, il y a les grands crus des inondations en 1998 qui a aussi fait beaucoup de peur aux Chinois. Et la cuvette de Sichuan connaît de nombreux séismes ces dernières années. Par exemple, il y a peu à Ya'an, Ya'an a subi un séisme de magnitude 7. Donc, Monsieur Wang, quelle différence constatez-vous qu'il y a le séisme d'il y a 5 ans à Wenchuan? Je pense que ça doit être considéré dans la même série, c'est-à-dire que c'est le mouvement géologique qu'on ne peut pas résister à la nature. L'homme doit s'adapter à la nature. Donc nous avons connu, il y a 5 ans, le tremblement de terre à Wenchuan qui a été vraiment un moment ou un événement déclencheur pour les Chinois de prendre cette conscience. Cette conscience qu'il faut faire face à ce genre de calamité dans le futur, parce que les scientifiques ont prouvé qu'il y en aura bien d'autres dans le futur, et nous devons y préparer. Donc cette fois-ci, au moment où nous avons connu la nouvelle de séisme de Ya'an, en fait, les gens ont une réaction beaucoup plus rapide qu'il y a 5 ans, d'apporter le secours dans le premier temps pour sauver les vies. Et je crois que l'expérience, bien sûr, est cumulée du passé, surtout d'il y a 5 ans, et je crois que c'est quelque chose de très chérisable, et aussi que nous avons payé un prix très cher pour pouvoir avoir ce genre d'expérience. Donc il vaudra mieux qu'on
qu'on continue à préserver ces ressources et savoir-faire. Et monsieur, vous avez certainement suivi cette actualité, donc d'après vous, que pensez-vous de la réaction des médias sur le séisme de Ya'an? En tout cas, elle a été très rapide, ce qui m'a fait plaisir. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est vraiment qu'il y ait eu ce rassemblement de gens qui brusquement se sont mis à en parler, mais pas comme la catastrophe qu'ont subi il y a 5 ans les gens du Sichuan. Là, ça a été pris, comme vous le dites si bien, et moi, franchement, ça m'a fait plaisir de voir combien de personnes se sont senties d'abord solidaires, et puis de comprendre qu'il y a quand même une expérience déjà dans le passé qui a permis de faire face très rapidement à ça. Bien sûr, une catastrophe, excusez-moi, ce n'est pas un moment de joie ni quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous, parce qu'il y a des êtres humains qui souffrent, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des couples, il y a des gens qui perdent tout. Mais je veux dire que de pouvoir se dire qu'il y a cette solidarité et qu'il y a cette aide, ça réconforte aussi quelque part. Voilà. Et je sais que vous avez organisé une donation auprès de vos étudiants à Beijing. Donc, je suis curieuse de savoir pourquoi, en tant qu'étranger, pourquoi vous sentez-vous tellement concerné par le Sichuan? Excusez-moi, je n'apprécie pas beaucoup le terme d'étranger parce que sur cette terre, je crois que personne n'est étranger. Et je crois qu'il n'y a ni différence entre un noir, un rouge, un jaune, un blanc, tout ce que vous voulez. Je crois que l'être humain, il doit être au centre des préoccupations de tout le monde. Et je pense que je ne me sens pas étranger en Chine, je me sens chinois, comme les Chinois. Et donc pour moi, c'est des êtres humains qui souffrent. Et ces gens-là ont besoin de moi comme ils ont besoin d'autres. Et donc, si j'étais en Afrique, j'aurais la même réaction. Si j'étais aux États-Unis, j'aurais la même réaction. Je crois qu'il faut recentrer notre position. Nous ne sommes rien sur cette terre. Nous savons quand notre acte de naissance a été fabriqué. Nous ne savons pas quand il se terminera. Vous savez, un vieux Touareg me disait un jour dans le Sahara, il me disait, vous savez, la seule chose que j'aimerais garder comme souvenir de ma personne, c'est qu'on parle de moi avec plaisir. C'est tout. Parce que la mort, vous savez, vous n'emportez rien. Voilà. Donc, parlez-nous un peu plus sur cette activité. Comment avez-vous organisé cette donation? C'était spontané. J'ai téléphoné à mes étudiants leur disant, écoutez, demain, lundi, parce que ça s'est passé le samedi, comme vous le savez, le dimanche, on ne pouvait rien faire, mais je leur ai dit, lundi matin, trouvons-nous devant le restaurant de l'université, et puis faisons une quête. Et on a pris une urne, on s'est mis autour, et puis tous les gens qui venaient, moi je les appelais avec mon français, mais ils comprenaient très bien pourquoi, et donc ils sont venus et, d'une manière spontanée, et je crois qu'ils ont été touchés de ce qu'un étranger, comme vous dites, ait pu être là. C'est ce qui les a touchés, et j'ai vu vraiment des gens sortir des sommes, peut-être que ça pourrait servir à quelque chose d'autre. Mais il y en a qui ont mis 300, 500 RMB dans cette urne. Les étudiants, ils sont pas riches. Ils sont pas riches, mais ils l'ont fait, je crois, parce qu'ils ont senti qu'il fallait qu'on soit tous rassemblés et qu'on devait absolument aider le Sichuan. Voilà. Et à l'université, à d'autres universités de Beijing, est-ce que vous savez, il y a ce genre d'activité aussi? Oui, effectivement, je pense que c'est une mobilisation générale. Dans toutes les universités, nous avons connu la même situation, c'est-à-dire les étudiants, ils étaient spontanés à donner leur soutien, solidarité aux gens, et la façon le plus directe, c'est de donner un don. Et il n'y a pas que ça. Donc, en fait, ces gestes ne se limitent pas à donner de l'argent. En fait, après, il y a des volontaires qui y vont. Après, il y a des jeunes étudiants qui vont dans les écoles pour donner de soutien psychologique et puis donner des cours aux enfants, etc. Donc, il y a beaucoup d'activités qui ont été organisées derrière et pour justement apporter le soutien de chacun aux gens de cette région. Et monsieur, comment comptez-vous utiliser cette somme d'argent? Alors, excusez-moi, je reviens juste un tout petit peu en arrière pour dire que j'ai écrit aussi à beaucoup d'amis à Pékin et j'ai été touché par des amis qui m'ont dit, je prends qui ont un restaurant, un hôtel, tout ça, et qui ont dit, oui, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire cela. Donc, c'est pour vous prouver que tous ces gens-là,
étaient sur la même longueur d'onde que les Chinois. Il n'y avait pas de différence de dire je suis chinois, français, anglais. Tout le monde a manifesté ce soutien. Et moi, je pense que les étudiants, on a redonné l'argent aux étudiants qui sont allés, je crois, le déposer dans une banque pour une fondation qui aide. Un autre ami, j'anticipe un petit peu ce que vous dites, un autre ami, par exemple, lui, il est allé acheter carrément 200 tentes sur Internet, 200 sacs de couchage, et il les a fait envoyer par avion. Donc, j'étais fier de ce monsieur Pierre, là, qui a fait ça. J'ai eu Christophe, qui, dans son restaurant, a fait payer des repas un peu plus chers, et donné cette somme aussi à d'autres. Donc, il y a quand même cette solidarité. Voilà comment ça s'est passé, et j'ai trouvé ça merveilleux. Oui, c'est vrai que pour la reconstruction des zones sinistrées, l'aide du gouvernement, c'est indispensable, mais il ne faut pas négliger la force de la population, comme ce que faisait M. Boukatem. Lors du séisme de Yann, on a vu une nette évolution dans l'aide et la contribution apportée par la population. On a plus de moyens pour donner son argent, pas seulement à travers la Croix-Rouge. Donc, par exemple, à Yann, c'est le fonds Yijijin qui a récolté plus d'argent que la Croix-Rouge. Donc, M. Wang, comment analysez-vous ce phénomène ? En fait, il faut dire que depuis justement le séisme de Wenchuan, il y a 5 ans, en fait, il y a un éveillement de conscience chez les Chinois, de dire que chacun de nous peuvent effectivement participer à la charité sociale. En fait, pour l'économie naturelle, pour les enfants qui n'ont pas été scolarisés, il y a beaucoup de choses qu'un simple citoyen peut faire quelque chose. Donc, du coup, nous avons beaucoup d'occasions dans nos vies quotidiennes de voir les gens essayer de se mobiliser. Donc, des débats organisés autour des questions, de se questionner dans le fond, s'il faut agir ou pas. Je pense que cette spontanéité est plus chère de tout, de dire qu'une personne âgée tombée par terre dans la rue, est-ce qu'il faut l'aider ou pas, etc. Donc, le débat a été ouvert. Donc, pendant ces 5 ans, en fait, c'est une préparation de l'opinion publique donc en faveur en fait de cette charité. Et le problème, c'est que quand les gens sont de plus en plus volontaires à faire quelque chose et on n'a pas devant nous suffisamment de fondations ou d'institutions capables d'accueillir autant de donations, de gestes volontaires, donc forcément les gens doivent trouver des sorties. Donc il y a des fondations Yijijin, il y a aussi les acteurs les plus connus, les vedettes, donc tout le monde y sont en fait, les écrivains même, donc tout le monde qui représente en quelque sorte cette volonté qui cherche des débouchés. Et donc je crois que à cause des scandales de Croix-Rouge il y a quelques années. Donc, on a perdu une partie de conscience dans les canaux, disons, traditionnels de charité sociale. Donc, je pense que maintenant, ce sont les nouvelles formes qui se créent, même sur l'Internet. On peut donner des dons maintenant sur l'Internet. Donc, ça se facilite et les gens ont inventé, par leur propre volonté et propre sagesse, d'autres formes de soutien et de solidarité. Et donc, monsieur, d'après vous, pouvez-vous nous expliquer comment s'organise en France l'aide du gouvernement ou bien l'aide bénévole de la population ? Je voudrais juste réagir par rapport à ce que vous venez de dire, parce que c'est intéressant de savoir que ici à Pékin, il y a quand même, et même en Chine, il y a quand même des associations françaises qui font quand même un travail, je crois qu'il ne faut pas négliger. Moi, je pense à Couleur de Chine, par exemple, qui parraine des enfants miao. Pour 600 RMB, vous pouvez l'éduquer, lui donner à manger, et c'est quand même important. J'en parlais avec mes étudiants. Je crois que mes étudiants sont conscients de ça, et nous allons essayer de créer, avec ce canal, aussi cette aide pour aider des petits enfants miao. Il y a les enfants de Madaïfou, le théâtre des Lanternes, qui fait un travail formidable chaque année. Ils font de la représentation, 4 ou 5 représentations théâtrales, et tout l'argent va vers les enfants de Madaïfou. Il y a en Chine des choses. Et moi, je trouve qu'il y a des canaux, pardonnez-moi de le dire, auxquels on peut faire confiance. C'est-à-dire des canaux qui ne vont pas, où vous ne savez pas où ne va pas l'argent. Non, là, vous savez où va l'argent. En France, le problème, j'allais dire, c'est que tout est contrôlé.
Tout est contrôlé. Il y a eu un scandale dans le passé, par exemple l'ARC, c'était pour le cancer. Le directeur a détourné de l'argent. Mais je veux dire, il y a des commissaires aux comptes avec ces associations. Prenez par exemple Médecins sans frontières, prenez vous avez quand on fait un téléthon pour les maladies orphelines, pour tout ça. Je veux dire que tout ça, c'est contrôlé, c'est regardé. Les associations publient chaque année leur bilan. Donc, chacun de nous est libre de choisir l'association vers laquelle il va donner son argent. Je prends un exemple. Personnellement, j'aide Médecins sans frontières. Mais tous les ans, je vois très bien où va l'argent. Parce que je sais que Médecins sans frontières était au Sichuan. Donc, ça me touche d'autant plus que c'est une association qui lutte tout de suite, elle est sur le terrain. Donc, en France, la France est un pays de générosité. Mais c'est vieux comme le monde. Les Français ont toujours eu cette générosité. Bien sûr, elle change, elle évolue. Je suis scandalisé, moi, quand je vois, par exemple, qu'il y a des gens qui, parfois, meurent de faim, alors qu'on va acheter pour son chien ou pour son animal des choses extraordinaires. Je crois que j'ai un peu peur que nous allons vers des choses qui ne sont pas vraiment ce qui fait de nous des êtres humains. Et ça, c'est ce qui me scandalise par moments. Je suis désolé de le dire de cette façon-là, mais je veux dire, un être humain, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez regarder, que vous pouvez sourire. Je pense qu'un Chinois, même quand je vous regarde, je veux dire que nos regards, on sait, même si on ne se parle pas, un sourire peut nous déterminer que nous sommes des êtres humains. Et moi, je trouve que l'être humain doit nous appeler, nous interpeller quand il est dans la misère. Et quand il est dans un cas comme le Sichuan, en particulier. Voilà. Donc, M. Vogt, après... Humanisme, donc c'est une invention française, je dirais. Donc, oui, effectivement, je crois qu'on partage, bien sûr, ces valeurs de fond, c'est-à-dire cet humanisme de ne pas regarder les gens dans la misère et sans rien faire. Je crois que maintenant, avec le développement de la Chine, et de plus en plus de gens se sentent capables de le faire. Et parce que si 30 ans avant, ils n'étaient pas en mesure de le faire parce qu'ils étaient pauvres eux aussi. Mais maintenant, beaucoup de Chinois sont capables. Donc maintenant, il est temps de réfléchir comment on va faire. Donc de créer des associations, des organisations de toutes sortes pour apporter au soutien. Il n'y a pas que le séisme qui compte, il y a beaucoup d'endroits qui nécessitent ce genre d'humanisme. Donc je crois que c'est un moment où on constate, après le boom économique, une croissance, une sorte de mûrissement de la société, des gens puissent donc s'exprimer et de faire, selon leur volonté, quelque chose dans la société tout en dépendant de leur propre force, propre richesse, donc parce que ceci véhicule leur propre valeur d'humanisme. Oui, c'est vrai que maintenant on a de plus en plus de moyens de faire une donation ou bien de respecter l'humanisme. Donc, Monsieur Wang, comment assurer la transparence de ces associations? Ou bien comment assurer que l'argent, il va où? Ou bien c'est... Parce qu'en fait, finalement, avec l'Internet, avec tous les moyens technologiques que nous avons, c'est un jeu de confiance. Absolument. Donc, dans les associations, dans les fondations de charité, par exemple à la Poste, chaque année, vous allez à la Poste en automne, avant la rentrée, il y a les petits cartables qu'on vend à 100 quoi ou 99 quoi. Vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez que cela vend dans les petites écoles, pour les petits écoliers qui n'ont pas les moyens de s'offrir des choses, etc. Donc, là, il y a une certaine transparence. Donc, maintenant, progressivement, les gens vont donner de l'argent dans l'endroit où on sait où vont notre argent, comment ils sont utilisés, et donc c'est l'objectif premier et donc de finale qui seront réalisés sur le terrain qu'on va choisir et qu'on va faire confiance, et comme ça, progressivement, cette concurrence vont permettre à une partie des activités qui correspondent à ces critères de transparence, de fidélité, donc de se développer progressivement, et d'autres qui en sont moins, donc seraient bien sûr moins attirantes, je dirais, par rapport aux autres. Puis excusez-moi, mais il y a aussi un autre phénomène. Je crois qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais je ne sais pas où va mon argent. Et j'ai peur que de ceci, et j'ai peur de cela, et j'ai peur de cela. »
Mais oui, je sais bien. Mais je veux dire, est-ce que vraiment, quand on est généreux, quand on a envie de donner, est-ce qu'on doit calculer ça? Est-ce qu'il est important? Est-ce que c'est une preuve de notre générosité? Non, je crois que le geste est d'abord gratuit. D'abord gratuit. Maintenant, c'est la conscience de celui qui reçoit l'argent. C'est sa conscience. Parce que ce qu'on a vu sur le Sichuan tout à l'heure, c'est quand même terrible quand on voit des enfants morts comme ça. Quand on voit des parents qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu tous leurs biens, et en quelques minutes. Alors je veux dire, quand vous faites un don, est-ce que je dois calculer s'il va bien arriver? Non, moi je le fais et puis j'oublie. C'est ça. Et il suffit pas de... Il ne faut pas penser, je voudrais le dire, mais d'une façon très solennelle, il ne faut pas penser à des sommes énormes. Vous savez, celui qui donne 1 yuan, il a déjà donné beaucoup. C'est parce que dans sa vie, peut-être ce 1 yuan qu'il a donné, c'est très important. Mais il a fait le geste. Ce n'est pas le plus important, ce n'est pas la somme. Il faut calculer. Voilà. Je pense que ce n'est pas un problème de calcul. On veut que l'argent aille dans le bon sens. Tout à fait. Oui, pour les victimes des zones sinistrées, quoi. Bien sûr. Oui, effectivement. Donc, techniquement parlant, en fait, bien sûr, il y a des contrôles sur l'utilisation de ces ressources. Mais je crois que cette question revient à un rôle de l'État, finalement. Donc, pour la zone sinistrée, en fait, pour la reconstruction, ça dure 5 ans, 10 ans, voire plus longtemps, alors que ça implique un investissement beaucoup plus important que le don de charité. Souvent, l'État doit investir énormément d'argent là-dedans. Et donc, dans la coordination des ressources, à la fois monétaires, mais aussi humaines et aussi matérielles. Donc, il y a un rôle donc de moteur, rôle de commande à jouer. Donc c'est forcément le gouvernement qui doit être là pour jouer ce rôle de distribuer des ressources de façon équitable pour que ces lieux-là puissent obtenir ces ressources de se reconstruire. Donc, lors du séisme de Wenchuan, on a vu se produire dans le Sichuan de nombreuses histoires d'entraide. Pour se remettre d'une telle expérience, l'optimisme est très important pour se reconstruire et pour reprendre une vie normale. Aujourd'hui, nous sommes retournés dans le Sichuan, à Wenchuan, et nous avons retrouvé une orpheline rencontrée en 2008. Donc, voyons ensemble comment elle se porte aujourd'hui. Retour à la vie normale. Cette petite fille de 10 ans s'appelle Wang Hai. Ses parents sont décédés lors du tremblement de terre quand elle avait 5 ans. Maintenant, elle est à l'école primaire du bourg de Leigu, dans le Beichuan, une région gravement frappée par le séisme. C'était en 2009, un an après le séisme, quand nous avons rencontré Wang Hai pour la première fois. La catastrophe avait emporté une dizaine de personnes de sa famille. Mais aujourd'hui, l'enseignant nous dit qu'elle devient plus forte qu'auparavant et qu'elle peut affronter la réalité. Elle est comme tous les autres enfants. Mais lorsque les parents des autres enfants viennent à l'école, nous nous sentons un peu tristes. Mais nous trouvons qu'elle grandit, qu'elle comprend de mieux en mieux les choses. Son frère a aussi une grande influence sur elle, et elle est très autonome. Et elle veut aider d'autres personnes qui sont dans une mauvaise situation. Maintenant, Wang Hai vit avec son grand-père, Wang Peichong. Après le séisme, il a cherché de petits travaux à faire afin d'aider financièrement la famille. Le frère de Hai étudie en ville. Il prépare l'examen pour entrer à l'université. Les deux enfants reçoivent également une aide financière de personnes que leur sort avait ému. Des volontaires venus porter secours aux victimes du séisme en 2008. Ils envoient chacun 300 yuan par mois. Avec les revenus de l'assurance, la famille dispose d'environ 3000 yuan par mois pour vivre. Je dis souvent à Hai, tu n'as plus de parents maintenant, tu vis avec moi. Mais je me fais vieux et un jour je vais mourir. Il faut que tu apprennes à te débrouiller par toi-même. En fait, nous habitons à côté de l'école et la raison pour laquelle je t'ai mis en pension,
c'est que je voudrais t'apprendre très tôt à être autonome. Il y a 2 ans, la famille a déménagé gratuitement dans ce nouvel appartement 4 pièces plus cuisine qui est construit par la société. Wang Peijong se soucie toujours du futur de ses 2 petits-enfants. L'année prochaine, le frère de Hai atteindra l'âge de 18 ans et il ne recevra plus d'assurance. La santé de M. Wang ne lui permet pas de travailler plus lui-même. Wang a décidé de demander une indemnité de subsistance pour la famille. L'espoir de ce vieil homme est d'aider ses petits-enfants à vivre bien et à rester optimistes. Et messieurs, êtes-vous déjà allé au Sichuan? Malheureusement non, je ne connais pas, mais je rêve d'y aller. Je suis allé 2 fois à Chengdu. Que comprenez-vous du Sichuan? Je pense que ce qui est le plus impressionnant, ce sont l'optimisme des gens. En fait, les Sichuanais, ils sont très optimistes. Donc, ces gens-là, il n'y a pas que les gens de la zone sinistrée, en fait. Nous avons été souvent touchés par leur optimisme, de vivre l'espoir de leur vie future qui est en meilleur après à la sortie d'une telle catastrophe naturelle. Mais en général, les Sichuanais, ils sont souvent très optimistes, ils sont très travailleurs et ils sont connus pour ça, pour être travailleurs et optimistes. Et donc, nous comptons beaucoup de gens de la province du Sichuan dans la direction de l'ancienne génération de dirigeants. Voilà. Donc, monsieur, avez-vous entendu dire de l'esprit de Sichuan? Ah oui, tout à fait. Oui. Mais en plus, ce qui me fait plaisir, c'est que ce soit vous qui le disiez comme ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, malgré tout ce qui a pu se passer, malgré tous ces bouleversements dans leur quotidien et tout, eh bien, il y a la vie, il y a l'espoir. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Il faut leur dire, mais écoutez, il y a de l'espoir, vous voyez, des gens qui souffrent, il y a tout ça. Vous n'avez rien. Alors aidez-les. Et M. Wang, d'après ce que vous savez, où en sont les reconstructions de Sichuan? Donc en fait, dans le sens propre du terme, la reconstruction de la ville de Wenchuan, qui ont été gravement touchées dans le séisme, s'est achevée 3 ans après donc, la calamité. Donc en fait, le gouvernement avait investi 880 milliards de yuan dedans, au total, pour achever très rapidement, je dirais, en 3 ans, c'est vraiment un accident très court. La reconstruction des villages entiers et des hôpitaux, des écoles, etc. Donc, dans le sens propre du terme, la reconstruction a été déjà terminée. Mais le problème, c'est que il faut dire que la reconstruction de goût pour la vie ne s'arrête pas là. Parce qu'avec les maisons, il faut construire et organiser la vie autour de cela. Parce que ce n'est pas l'ancienne chez moi, c'est tout nouveau. Il faut créer les liens, relations humaines, donc de guérir de ces traumatismes, de perte des proches, donc de s'entraider, de fonder de nouvelles familles. Donc il y a encore de longs chemins à faire, surtout en termes psychologiques. Avant que la vie reprenne vraiment dans ces endroits-là. Et en plus, avec ces nouveaux séismes, donc à côté, qui n'est pas très très loin en fait Qu'est-ce que vous entendez par pas très loin? Donc Ya'an et Wenchuan, donc ils sont à une distance vraiment assez proche. Donc cette fois-ci, il y a aussi quelques bâtiments de Wenchuan qui ont été aussi touchés de nouveau. Donc ça cause des préoccupations. Donc ça revient sur une question de vie, de refaire sa vie là-bas. Donc souvent les gens perdent confiance. Si nous devons déjà prévoir, je ne sais pas quand, mais dans le futur, il y aura de nouveaux séismes. Est-ce que les gens doivent continuer à vivre dans cette région ou ça doit être dépeuplé et puis on va trouver une autre solution? Donc cette question a été posée juste après le séisme. Donc ça se repose 5 ans après, toujours dans le même terme, c'est-à-dire que cette région qu'on connaît va connaître, ou connaît déjà depuis des siècles, mais va continuer à connaître des séismes de grande importance parce que les mouvements des plaques, etc. Donc est-ce que nous ne doit-on pas trouver d'autres solutions que de reconstruire, donc pour redonner de l'espoir de vie? Sinon les gens vivent dans un mode sans lendemain. De toute manière, ça va disparaître un jour, etc. Il y a